Bienvenue au cours de rattrapage. On va aborder la dernière partie, la dernière ligne droite avant le bac pour les L et ES. Et on va entrer surtout dans la dernière partie, celle qui est propre uniquement aux sciences physiques. C'est-à-dire vous n'en verrez pas en SVT, c'est le défi énergétique. Entamons donc la première moitié de cette partie. Il y aura une autre vidéo pour la deuxième. Ressources et besoins énergétiques. On va parler des différentes formes d'énergie, puis ensuite des besoins, et enfin on finira sur deux ressources très utilisées, le pétrole et l'uranium. Les formes d'énergie. On trouve les formes d'énergie sous plusieurs formes et on va pouvoir les classer en deux catégories, les renouvelables et les non renouvelables. Une source renouvelable est dite renouvelable parce qu'elle se renouvelle plus vite ou aussi vite qu'elle est consommée. Pour les renouvelables, on a les sources mécaniques. Ça veut dire que l'énergie vient du mouvement de quelque chose. Alors, on va trouver dans ces sources d'énergie mécanique l'éolien qui est actionné par le vent et l'hydraulique qui est actionné par un courant d'eau. On a aussi les sources thermiques comme le géothermique puisque la Terre produit continuellement de la chaleur, mais on a aussi le solaire thermique qui fonctionne sur un principe où on va chauffer un fluide caloporteur pour pouvoir réchauffer donc en général le réservoir d'eau de la maison. Et une source chimique qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire le bois principalement, mais en général tout ce qui peut se brûler et qui donc dégage de l'énergie et qui se renouvelle relativement assez rapidement. Et enfin, on a le solaire photovoltaïque qui est une source d'énergie de rayonnement qui va transformer le rayonnement du soleil en électricité. Les ressources non renouvelables, ce sont des ressources qui donc se renouvellent moins vite qu'elles ne sont consommées. On trouve alors principalement les énergies dites fossiles qu'on a, donc le charbon, le pétrole ou le gaz, et aussi les énergies fissiles comme l'uranium et le polonium. Enfin, il y a une chose à savoir, c'est que le point commun de toutes ces énergies, c'est en fait le soleil, puisque l'éolien vient du mouvement de l'atmosphère qui est dû au fait que le soleil va chauffer plus à un endroit qu'à un autre. Pour ce qui est de l'hydraulique, on se doute bien que tout cela vient du cycle de l'eau qui est dépendant de l'évaporation de l'eau des océans pour en faire des nuages qui ensuite vont nous permettre de faire par la pluie des rivières, etc. On a le fameux soleil qui fait grandir les plantes et les animaux pour la biomasse, mais aussi les animaux qui, quand ils vont se dégrader sous terre, et les plantes aussi, vont nous donner du gaz, puis si ça se dégrade plus longtemps, du pétrole, si ça se dégrade encore plus longtemps, du charbon. Et enfin, bien sûr, on a le soleil comme source première d'énergie, puisque c'est aussi la source du rayonnement pour le photovoltaïque et le solaire thermique. Besoins énergétiques. Les besoins sont liés à la consommation des appareils électriques. Et cette consommation, elle dépend de la puissance nominale de l'objet qui est écrite en général sur l'objet en question. La puissance, son unité, c'est le watt qui est noté W. Et il existe une relation entre la puissance et l'énergie qui est E est égal à P fois T. Avec P la puissance, T la durée d'utilisation et E bien sûr l'énergie. Si la puissance est en watts et que la durée est en heures, on a donc une énergie en wattheures. Si la puissance est en kilowatts et que la durée est en heures, on aura des kilowattheures et ainsi de suite. Et si la durée est en secondes et qu'on a des watts secondes, eh bien on appelle ça des joules. Donc, et pour vous, il y a un tout petit savoir-faire qu'il faut avoir quand même dans sa poche, dans sa boîte à outils. C'est de savoir calculer l'énergie d'un appareil en fonction de sa puissance et de la durée d'utilisation. Et donc on utilise juste la formule E est égal à P fois T. Mais aussi, on peut vous demander de retrouver la puissance à partir de l'énergie et de la durée d'utilisation. Ou encore, on peut vous demander de retrouver la durée en fonction de l'énergie et de la puissance. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans, en général vous avez fait plus dur en seconde. Et puis ce sont des mathématiques de base que vous pouvez résoudre. Le pétrole. On va parler un peu du pétrole. Parce que c'est une ressource non négligeable. Elle n'est pas utilisée que pour l'énergie, mais elle est aussi utilisée pour faire notamment des plastiques ou tout un tas de matériaux dits plastiques. Le pétrole, en fait, c'est un mélange d'hydrocarbures, des molécules composées uniquement d'hydrogène et de carbone, c'est ce qu'on appelle des hydrocarbures. Et ces hydrocarbures ont des chaînes carbonées plus ou moins longues. Pour les séparer, ces chaînes carbonées, eh bien on chauffe. Plus la chaîne carbonée est longue, plus sa température d'ébullition est élevée. Et cette méthode-là, on appelle ça une distillation fractionnée. C'est techniquement ce qui se fait dans une raffinerie de pétrole. On va chauffer progressivement notre pétrole, qui est un mélange d'hydrocarbures, et au fur et à mesure que la température augmente, on va avoir à différents stades les sorties des différents hydrocarbures qui vont nous intéresser. En premier, on aura le gaz, puis la nafta, puis l'essence, le gasoil, le fuel, et les paraffines pour finir. L'uranium. Ça, c'est une autre ressource qui est importante à détailler puisque c'est utilisé en France. C'est un sujet d'écologie qui est très important en ce moment du fait que nos centrales nucléaires sont pour beaucoup en fin de vie. L'uranium est utilisé dans les centrales nucléaires, mais aussi dans les bombes atomiques. On
n'a rien sans rien. Car la fission en fait de l'uranium libère beaucoup d'énergie et donc de chaleur. On parlera de la fission en détail dans l'autre vidéo sur l'énergie et notamment sur les centrales thermiques. Malheureusement, et ce serait trop beau, tout l'uranium n'est pas fissile. En fait, une seule petite proportion de l'uranium est possible à casser. Il existe naturellement 3 isotopes de l'uranium. Alors des isotopes, pour rappel, vous l'avez vu en seconde, je vous mets une vidéo au cas où. Des isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Et donc du coup, pas le même nombre de nucléons. Ça veut dire que le Z de la formule est le même, mais le A est différent. Les 3 isotopes de l'uranium sont le 92-234, le 92-235 et le 92-238. Et c'est uniquement l'uranium 235 qui est fissile, sauf que c'est l'uranium 238 qui est ultra majoritaire. Parce que 99,3% de l'uranium, c'est de l'uranium 238. Pour utiliser l'uranium afin de faire de la fission, il va falloir enrichir notre uranium en 235 qui lui est fissile. Et pour cela, ça va nous coûter aussi un peu d'énergie afin de permettre cet enrichissement. C'est fini pour ce cours de rattrapage sur l'énergie, c'est assez court, mais c'est normal. La suite vient donc dans la prochaine vidéo pour les premières LES. Donc, on aura fini avant le bac. Vous pouvez vous abonner ici, même si je ne suis pas votre matière de prédilection. Vous pouvez regarder la playlist des premières LES, ça je vous la conseille quand vous ferez les révisions pour le bac. On se quitte sur une citation d'Aristote. L'énergie de l'esprit est l'essence de la vie.